Juridiquement, dans le cadre effectivement de la mise en œuvre du protocole national sanitaire, la gestion unilatérale par l'entreprise du télétravail était parfaitement fondée juridiquement et ne pouvait en aucun cas porter contestation par les salariés. Aujourd'hui, en revanche, vous savez qu'on est sorti du protocole sanitaire national, puisque ça a été effectivement une décision gouvernementale. Cette sortie du protocole national, renvoyant d'ailleurs pour les mesures de sécurité l'entreprise au pilotage, on va dire, de leurs obligations de sécurité et dans la mise en œuvre de protocoles internes en adéquation avec la mesure de la gestion du risque Covid qu'elles pouvaient apprécier en fonction de leur propre configuration empirique et subjective, et que bien naturellement, la sortie de ce protocole sanitaire national fait qu'aujourd'hui, juridiquement, le télétravail ne répond plus au caractère d'urgence et exceptionnel prévu par les ordonnances de 2017, mais rentre dans le cadre juridique de la mise en œuvre du télétravail et que je vais développer avec vous, au regard à la fois des dispositions légales en la matière et bien naturellement des dispositions conventionnelles, puisque vous savez qu'en novembre 2020, un accord national interprofessionnel a été renégocié et signé pour définir le cadre de mise en œuvre du télétravail. L'accord interprofessionnel renvoyant bien naturellement dans ce cadre à la négociation d'entreprise, ou au dialogue social plus globalement. Et je vais bien naturellement, dans le cadre de ce webinaire, décliner avec vous les différentes conséquences qui sont attachées justement à cette sécurité juridique de la mise en œuvre du télétravail. Alors, pour être, on va dire, clair, j'ai élaboré mon support autour de 11 questions fondamentales tournant autour de cette thématique du télétravail, vous permettant effectivement de baliser avec moi les éléments nécessaires de sécurisation liés à cette nouvelle, on appelle ça une nouvelle forme d'organisation du travail. Pourquoi nouvelle? Parce que globalement, après la sortie de la crise sanitaire, un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de mes clients d'ailleurs, ont généré des négociations en vue de maintenir le télétravail pour toute ou partie de leurs salariés dans un cadre nouveau permettant effectivement de le sécuriser. Et naturellement, la mise en œuvre de ce télétravail dans un cadre contractuel, quel qu'il soit, génère un certain nombre de questions fondamentales que j'ai donc organisées dans le support. Tout d'abord, la première série de questions à se poser lorsqu'effectivement on évoque le télétravail, c'est quelles sont les obligations de base de l'employeur dans le cadre de cette nouvelle forme d'organisation du travail, puisqu'effectivement, les salariés ne sont pas sur site et qu'il y a un certain nombre de questions de base qu'il est utile et d'importance à se poser pour effectivement le rendre fiable. La première chose, en tout état de cause, qu'il faut effectivement se poser pour l'entreprise, c'est qu'elle doit naturellement définir les modalités d'aménagement liées au télétravail. Donc, ça veut dire qu'elle doit préciser dans une note de service ou dans une charte quels sont effectivement les postes qui sont concernés par le télétravail, le mode de passage de retour au travail sur site, le mode d'acceptation par le salarié, le contrôle du temps de travail, la régulation de la charge de travail ou encore les plages horaires pour contacter le salarié. Donc, tout cela doit être effectivement pris en compte au préalable afin que le cadre contractuel ou conventionnel qui va mettre en œuvre ce télétravail soit bien précis à cet égard. Je rappellerai aussi un élément de base supplémentaire, c'est que c'est à l'entreprise de fournir et d'installer l'équipement nécessaire au télétravail, qu'il s'agisse de l'ordinateur, de la connexion, des logiciels pour assurer effectivement la continuité du travail.
En matière de protection de données, ben, c'est toujours l'entreprise qui est effectivement responsable du traitement de données. Donc, il est bien sûr important de sécuriser l'outil du télétravailleur, notamment par rapport à ce qui est aux cyberattaques et au risque d'invasion des serveurs de l'entreprise. L'employeur est tenu par ailleurs des mêmes obligations vis-à-vis des télétravailleurs que des travailleurs sur site à tout niveau, hein. Donc, ça veut dire que les salariés doivent donc bénéficier des mêmes avantages légaux et conventionnels comme les autres. Et en particulier, l'entreprise se doit de respecter l'entretien professionnel afin notamment de faire le point sur la charge de travail et les conditions d'activité et les droits à la formation. En matière de santé et sécurité, et notamment travail sur écran, l'employeur est tenu aussi de respecter ses obligations. Et c'est dans ce cadre qu'il va bien naturellement prendre des dispositions spécifiques, notamment dans le cadre de son document unique, pour fixer les précautions à prendre et les règles à suivre par le télétravailleur dans le cadre de cette forme d'organisation du travail. Voilà les quelques obligations de base au préalable que je voulais voir avec vous et qui sont importantes en termes de réflexion avant de formaliser les choses d'un point de vue contractuel ou conventionnel. Alors, si on veut mettre en place le télétravail, faut-il absolument un accord collectif de télétravail? C'est effectivement une question que beaucoup se posent en se disant, bon, est-ce que je suis tenu de signer un accord collectif? Alors, c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que l'accord interprofessionnel de 2020 renvoyé au dialogue social, et bien naturellement, assure on va dire, une préférence à l'accord collectif, sachant que légalement, de toute façon, il y a effectivement une primauté de l'accord collectif dès lors qu'il y a des délégués syndicaux. Mais attention, ce n'est pas le cadre exclusif de mise en place du télétravail, hein. Donc, il est important de rappeler que juridiquement, la signature d'un accord n'est pas obligatoire, puisqu'effectivement, pour mettre en place le télétravail, l'entreprise dispose de 3 options. Signer effectivement un accord collectif si elle dispose en son sein de délégués syndicaux, mais là, c'est le principe de primauté. Ça veut dire qu'effectivement, si j'ai des délégués syndicaux, et c'est la règle en la matière pour toute question, donc y compris le télétravail, c'est que si j'ai des délégués syndicaux, je dois les inviter à négocier un accord collectif. Par contre, qui dit invitation à négocier n'est pas une obligation de résultat. Donc, si je n'arrive pas à parvenir à la conclusion d'un accord, je ne serai pas privé de pouvoir mettre en place le télétravail. Je pourrais retrouver aux autres modes de mise en place, puisqu'effectivement, j'aurais constaté un désaccord de mes délégués syndicaux sur la possibilité de signer un accord. La deuxième option offerte par le Code du travail, c'est de rédiger une charte unilatérale qui a le contenu de l'accord collectif pour les entreprises avec délégués syndicaux, qui devra être soumis avant sa mise en œuvre pour avis au CSE, ou en l'absence d'accord collectif ou de charte unilatérale, c'est le cadre contractuel, c'est-à-dire qu'il faut effectivement un avenant au contrat de travail ou un vrai contrat qui précise les modalités de mise en œuvre du télétravail. Alors, j'ai quand même tendance à considérer que l'accord collectif ou la charte de travail sont à privilégier dès lors qu'effectivement le recours au télétravail est régulier, car ça permet d'avoir on va dire un contenu de règles collectives qui s'applique à l'ensemble des salariés. Si effectivement on est plutôt sur une décision d'accorder de gré à gré de façon très on va dire, parcellaire le télétravail, on peut revenir à un cadre plus contractuel en la matière. Donc là, il faut vraiment se déterminer, est-ce que je suis dans une volonté d'usage du télétravail de façon exceptionnelle pour certains salariés, ou est-ce que je suis dans un cadre beaucoup plus régulier, auquel cas, bien naturellement, le cadre collectif a sa place dans le cadre des règles qui vont poser l'organisation du travail avec le télétravail. Troisième question qui est effectivement à se poser dans le cadre du télétravail, puisque mon salarié, je ne l'ai pas sur site, hein, vous le savez. Donc, quel est le contrôle que je suis en qualité d'employeur en mesure et en droit de pouvoir exercer sur mes salariés dans le cadre de leur activité professionnelle? Alors, en la matière, vous savez que la CNIL
a effectivement publié une question-réponse qui permet d'avoir quand même des points de référence par rapport à cette question, et la CNIL rappelant que l'employeur conserve son pouvoir d'encadrement et de contrôle de l'exécution des tâches confiées aux salariés dans le respect des droits et libertés attachés aux salariés. Donc, en fait, on est sur ce que l'on appelle un principe de raisonnabilité et de proportionnalité, puisqu'effectivement, je suis en tant qu'employeur autorisé à contrôler l'activité de mes salariés, même en télétravail, mais je dois le faire de façon proportionnée en fonction effectivement de la nature de la tâche à accomplir et des objectifs professionnels assignés aux salariés. Donc, lorsque l'entreprise souhaite avoir recours à un dispositif de contrôle, tout d'abord, ce dispositif de contrôle doit répondre aux exigences imposées à tout traitement de données personnelles. C'est que ça, c'est la référence au RGPD. Et il n'y a pas d'autre possibilité que de se mettre en conformité. Et ce contrôle doit avoir un objectif clairement défini et ne pas être utilisé à d'autres fins, puisqu'on est sur le principe de proportionnalité. Donc, en clair, je ne peux pas effectivement envisager en tant qu'employeur une surveillance permanente de mes salariés dans le cadre effectivement de leur activité en télétravail, notamment en leur imposant d'être connectés sous caméra vidéo pendant toute la durée où ils effectuent leur activité, puisque l'outil ne répond pas dans ce cadre à l'objectif impérieux poursuivi. Par ailleurs, sauf circonstances très particulières justifiées par l'employeur, l'employeur ne peut pas imposer l'activation de la caméra aux salariés en télétravail participant à des visioconférences. Donc, effectivement, alors, ça ne veut pas dire que c'est interdit de le faire, mais il faut le justifier. L'employeur ne peut pas non plus exiger du salarié des actions régulières pour démontrer sa présence derrière son écran et imposer un partage d'écran permanent. Donc, c'est une surveillance raisonnable qui part du principe que le salarié est responsable quand même de la contribution de son activité professionnelle et qu'il fasse concrètement son boulot sans qu'on ait besoin de le surveiller en permanence. On va dire que sur site, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas effectivement quelqu'un, notamment lorsqu'on travaille dans des bureaux individuels, qui vous surveille dans le cadre de votre activité en permanence. Donc, on est exactement placé dans les mêmes contraintes juridiques, c'est-à-dire le contrôle est possible, mais doit être effectivement proportionné aux objectifs qu'il s'assigne. Pour s'assurer de la bonne conduite des tâches demandées aux salariés, il y a d'autres solutions qui peuvent être effectivement déployées par l'employeur, comme un contrôle régulier, un compte rendu régulier d'activité du salarié. Par exemple, effectivement, je ne peux pas lui demander d'activer sa caméra, mais je peux effectivement, en tant qu'employeur, lui demander de m'établir un compte rendu d'activité qui permette effectivement de mesurer la contribution du salarié à distance, ou d'un contrôle de la réalisation des objectifs, c'est-à-dire tout dépend après de ce que je demande à mon salarié, mais je peux avoir effectivement des comptes rendus soit d'activité, soit de contrôle d'objectifs qui doivent être restitués par le salarié à intervalles réguliers. Je vous rappelle que si on est dans le cadre d'une mesure de contrôle de la réalisation des objectifs, que la jurisprudence est très claire, que les objectifs doivent être raisonnables, quantifiables et contrôlables à des intervalles réguliers. Donc, c'est exactement les mêmes principes que dans le cadre de la réalisation d'objectifs pour d'autres salariés qui peuvent être notamment des gens qui se déplacent sur la route ou des salariés en interne qui ont des objectifs particuliers en la matière. Alors Pascal, on a une question. Bonjour, faut-il un avenant au contrat de travail? Alors, l'avenant en tant que tel est obligatoire s'il n'y a pas de cadre collectif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas effectivement soit un accord collectif, soit une charte, là, vous êtes obligé avec le salarié de déterminer par voie contractuelle, donc par voie d'avenant, s'il est déjà salarié avec un contrat de travail, ou directement par la conclusion d'un contrat de travail si on l'embauche à ce titre dans le cadre du télétravail, puisque le cadre juridique dans ce cas qui sécurise le recours au télétravail, c'est le contrat. D'accord ? Si en revanche, vous avez un accord collectif ou une charte, vous n'êtes pas tenu de doubler cet accord collectif je dirais un contrat, cet accord collectif, cette charte par un contrat ou par un avenant, puisque c'est le cadre juridique de sécurisation et l'accord collectif ou la charte. En revanche, attention, je reviendrai sur ces éléments dans quelques instants, dans la mesure où le télétravail
hors circonstances exceptionnelles, ne peut pas être imposé aux salariés. Ça, vous savez qu'effectivement, c'est un des principes du télétravail. C'est un double volontariat. Donc, à la fois, l'employeur doit pouvoir l'autoriser. C'est le cadre juridique qui l'autorise. Et le salarié doit accepter d'être en télétravail. Je ne peux pas imposer le télétravail aux salariés. Vous voyez bien qu'il y a une différence, c'est-à-dire que dans le contexte sanitaire, on pouvait imposer. C'est-à-dire que le salarié, il ne pouvait rien dire, puisqu'en fait, on était dans un cadre exceptionnel qui justifiait le recours unilatéral au télétravail sans que le salarié donne son consentement. Là, on n'est plus dans ce cadre juridique exceptionnel. Donc, il y a bien un cadre juridique qui est l'accord collectif, la charte ou le contrat de travail. Et si on est dans le cadre juridique de l'accord collectif ou de la charte, on n'a pas l'obligation de mettre en place un avenant, mais on doit avoir un document signé expressément par le salarié, marquant son acceptation sur la mise en œuvre du télétravail dans le cadre collectif qui est fixé, soit l'accord collectif, soit la charte. Ça se traduit généralement par ce que l'on appelle une fiche de volontariat qui va identifier le nom, prénom du salarié, sa fonction et les modalités, son consentement express à l'acceptation des modalités prévues par l'accord collectif ou la charte, qui permet effectivement à ce moment-là de valider la sécurisation du dispositif. Alors, autre série de questions, effectivement, qui ont déjà jalonné aussi le contexte sanitaire à l'époque, c'est quels sont les coûts qui doivent être pris en charge par l'employeur dans le cadre, effectivement, du télétravail. Alors, je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup. Alors, il faut rappeler que l'ordonnance du 22 septembre 2017 à l'article 1222-10 dispose que l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que la maintenance de ceux-ci. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les outils de travail, comme pour travail sur site, sont effectivement à la charge de l'entreprise. Mais l'accord interprofessionnel a effectivement, même s'il n'y a pas d'obligation de prendre en charge tous les coûts, l'accord du 26 novembre 2020 a quand même réinsisté sur le fait qu'il appartient à l'entreprise de prendre en charge les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'entreprise après validation de l'employeur. Donc, c'est la fameuse, effectivement, équation de déterminer, notamment, si je dois en particulier identifier des coûts de prise en charge de la superficie du logement réservée à l'usage professionnel. C'est la prise en charge, effectivement, des autres frais accessoires qui peuvent être, et je vais y revenir, les frais de repas et tous autres éléments tels que la prise en charge d'une partie de l'électricité, de la facture de téléphone, de la facture Internet. Voilà, tout ce qui effectivement permet, je dirais, d'identifier les coûts associés à cette forme particulière d'organisation du télétravail. Et là, on voit bien en la matière que finalement, c'est le cadre collectif qui est mis en évidence par l'accord national interprofessionnel. C'est donc au cadre collectif de définir les modalités de prise en charge des frais pour sécuriser celles-ci. Alors, si on n'est pas dans un cadre collectif, je conseille et je recommande bien naturellement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté contractuelle et qu'il y ait bien un article dans l'avenant au contrat de travail qui prévoit aussi les modalités de prise en charge des frais. Ça évitera notamment les ambiguïtés et les éventuelles difficultés d'application dans le cadre de l'exécution de la prestation. Alors, on a deux questions. Oui. Quels sont les risques juridiques si l'accord des salariés n'est pas recueilli? Première question de Mélanie Ribulot. Et deuxième question, Emma Seban, est-il possible de faire une charte en l'absence de CSE en PV de carence et PV de carence, pardon. Alors, pour la deuxième question, la charte est possible unilatéralement dans toute entreprise, même si elle n'a pas de CSE. Hein.
Donc, effectivement, si elle a un CSE, elle doit le soumettre, cette charte, pour avis au CSE. S'il n'y a pas de CSE et qu'on ait bien sûr respecté ses obligations, donc la question l'intègre puisqu'on parle de PV de carence, à partir de ce moment-là, la charte est parfaitement juridiquement fondée et elle doit être simplement portée à la connaissance des salariés comme tout acte unilatéral tel qu'un règlement intérieur par exemple. Le moyen le plus simple étant soit une notification par mail avec AR qui permettent effectivement d'identifier que le salarié a bien pris connaissance de la charte, ou alors liste d'émargement si effectivement le cadre de l'entreprise, je dirais, le favorise, parce qu'une charte d'émargement, si on a plusieurs milliers de salariés, ça devient toujours un peu plus compliqué. Mais en tout cas, je valide effectivement la mise en place, même sans CSE, avec PV de carence. La première question était… La première question était quels sont les risques physiques si l'accord des salariés n'est pas recueilli? Ah ben, là, fermez vos micros, s'il vous plaît. On ne vous entend plus. Pascal, on ne vous entend plus. Oui, on n'entend plus, effectivement. Voilà. Pascal. Voilà. Donc, je disais que ne pas recueillir le consentement du salarié pour mettre en place le télétravail, c'est vraiment se mettre en insécurité juridique maximale, puisque dans ce cas de figure, le salarié n'ayant pas effectivement donné son consentement express, ça veut dire que le télétravail, théoriquement, ne peut pas lui être imposé. Donc, si effectivement… alors après, si la question est de dire, mais est-ce que de fait, on peut reconnaître un consentement tacite? Vous savez que le consentement tacite en droit, c'est toujours délicat et je ne voudrais pas effectivement que le salarié puisse profiter de l'absence d'acte formel pour, le cas échéant, à un moment donné, mettre en demeure l'employeur du non-respect, en non-respect de ses obligations pour tenter effectivement de le mettre dans une position fragile au regard d'une possible rupture du contrat de travail. Donc, je vous invite naturellement à éviter de ne pas effectivement matérialiser l'acceptation du salarié sur cette forme d'organisation du travail. Alors, je reviens sur les frais. Et là, c'est des choses qui ont des éléments qui ont été développés pendant la période de crise sanitaire, où l'URSSAF a effectivement notamment publié un certain nombre d'éléments liés à la prise en charge. Vous savez que la prise en charge des frais liés au télétravail peut prendre soit la forme, comme c'est le cas pour toute prise en charge des frais, de prise en charge des frais réels, mais à ce moment-là, vous savez qu'il faut apporter les justificatifs puisque le remboursement des frais au réel se fait sur justificatif, ou d'une indemnité forfaitaire globale. Et vous savez qu'en la matière, l'URSSAF a publié ses barèmes puisque l'URSSAF a indiqué que l'allocation forfaitaire, celle qui permet effectivement à un employeur de verser une allocation forfaitaire constitutive de remboursement de frais sans avoir justifié d'un quelconque justificatif, est exonérée et présumée, c'est-à-dire est exonérée et présumée utilisée conforme à son objet et exonérée de cotisations sociales dans la limite globale de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de travail par semaine, 20 € si le salarié effectue 2 jours, 30 € si pour 3 jours, et ainsi de suite. Donc, c'est 10 € par jour admis au bénéfice du remboursement forfaitaire de frais professionnels. Je profite de cette justement question de prise en charge des frais pour faire référence à un arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui est intervenu le 9 mars 2022, donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps, qui a donné des précisions importantes justement sur le régime social des dépenses engagées par le salarié dans le cadre effectivement du télétravail. Et en l'espèce, il s'agissait en fait d'un salarié embauché en qualité de directeur commercial qui résidait à 800 km de l'entreprise dans le cadre de son contrat de travail qui prévoyait du télétravail, et en contrepartie duquel il bénéficiait d'un remboursement de ses frais de voyage, carburant, péage, parking à l'aéroport, billets d'avion, pour se rendre au siège social de l'entreprise. D'accord ? Donc, en fait, il était
de façon régulière en télétravail, mais l'entreprise avait accepté la prise en charge de ses frais de voyage, quel que soit le moyen de transport utilisé, pour se rendre au siège social de l'entreprise. L'entreprise a un contrôle URSSAF et dans le cadre de ce contrôle, l'URSSAF a réintégré la totalité effectivement de ces remboursements de frais, considérant effectivement qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions d'exonération prévues par la législation, puisqu'elle considérait que ces frais n'étaient pas directement liés à l'exercice du travail et relevaient de dépenses personnelles qui devaient donc être assimilées à un avantage en nature. L'entreprise a essayé de se défendre en expliquant qu'en raison de la situation de télétravail à temps plein, le domicile du salarié constituait son lieu de travail habituel, de sorte que ses déplacements au siège social correspondaient à des déplacements dans 2 lieux de travail. Et la Cour d'appel de Rennes a validé le redressement de l'URSSAF en considérant que la société ne démontrait pas que le maintien à domicile à 800 km après l'embauche ne résultait pas d'une convenance personnelle du salarié, ni en quoi ces frais de trajet découlaient directement de l'exercice du télétravail et seraient inhérents à la fonction ou à l'emploi du salarié. Donc, il est extrêmement important, notamment lorsqu'effectivement très éloigné du siège social et qu'on organise finalement un télétravail qui impose quand même des déplacements au siège du salarié, d'être particulièrement vigilant sur ce que l'on prend en charge en termes de frais, puisque vous voyez que l'URSSAF et la Cour d'appel le valide. Alors, je pense que cette décision ira en cour de cassation, mais la motivation est très claire. Il faut pouvoir démontrer que le maintien du domicile du salarié à 800 km, en d'autres termes, est-ce que l'entreprise peut rembourser en exonération de cotisation finalement une décision personnelle du salarié de maintenir son domicile à plusieurs centaines de kilomètres, alors qu'il pourrait rapprocher effectivement son domicile du lieu de travail. Je rappellerai que la jurisprudence tend de plus en plus à considérer que l'employeur est en droit quand même, pour les raisons d'activité, de demander à son salarié de se situer en domicile à proximité du lieu de travail, notamment pour des raisons de sécurité. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine tendance. Donc, cette jurisprudence, je voulais la voir avec vous pour effectivement sensibiliser sur le caractère prudent des dépenses qui doivent être prises en charge dès lors que le salarié est quand même très éloigné du siège de l'entreprise. J'ai vu une question passer. Oui, l'allocation forfaitaire, si vous raisonnez en l'absence de justificatif, est bien de 10 € par mois pour une journée de télétravail. C'est ce que donne comme barème le BOSS, qui est en vigueur depuis l'année dernière. 5e série de questions, et qui participe toujours de cette problématique des frais. Est-ce que l'employeur doit compenser la perte du restaurant d'entreprise et maintenir les tickets restaurants? Alors, là, il y a effectivement une distinction qui doit être opérée. S'il y a un restaurant d'entreprise ou une cantine d'entreprise, tout salarié qui effectivement ne vient pas sur le lieu de travail n'a pas, je dirais, une suggestion professionnelle qui lui impose de prendre son repas au restaurant d'entreprise ou à la cantine d'entreprise. Donc, dans ce cas de figure, il n'y a pas l'indemniser de l'absence de cette contrepartie, puisqu'en fait, la justification de contrepartie n'est pas réunie. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et de façon plus générale, c'est intéressant au titre de la clarification des avantages de le déterminer dans la charte, l'accord collectif ou le contrat de travail. S'agissant en revanche des tickets restaurants, par référence à une question-réponse du ministère du Travail, et pour respecter le principe d'égalité de traitement, les tickets restaurants doivent être maintenus pour les salariés en télétravail, y compris pour les journées où ils télétravaillent, puisque dans ce cas de figure, on considère qu'il s'agit d'un avantage qui n'est pas lié à l'organisation du travail en tant que tel, mais qui est un avantage social au profit des salariés, quel que soit leur mode d'organisation du travail.
6e série de questions. Alors, attendez, on a une petite question là. L'employeur peut-il rendre visite à son salarié sur son lieu de travail? L'employeur peut-il? Rendre visite à son salarié sur son lieu de travail. Ah ben, l'employeur, il peut toujours effectivement rendre visite à son salarié sur son lieu de travail. La seule chose, c'est que vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai dit, il ne faut pas que ça soit intrusif. Donc, il faut qu'il y ait un certain équilibre entre cette volonté de rendre visite et ce qui pourrait être matérialisé comme étant trop intrusif et débordant sur finalement la vie privée du salarié. Mais si la question, est-ce que je peux aller visiter le lieu de travail, c'est-à-dire là où le salarié exerce son télétravail, oui, s'il le fait de façon raisonnable et qui répond à un objectif, notamment de vérification. Après, ça peut être lui ou ça peut être quelqu'un qui est délégué, qu'il s'agisse de vérifier effectivement que le salarié, notamment, répond aux exigences des conditions de travail, de bonnes conditions de travail, et notamment qu'il dispose de l'ensemble des outils et qu'il satisfait aux conditions prévues par la charte en matière de conditions de travail, puisque c'est un élément important. Donc, je réponds effectivement par le oui à cette question, pour autant qu'il n'y ait ni de caractère abusif ni intrusif. Alors, la question, la 6e série de questions, c'est où peut s'exercer le télétravail? Je reviendrai bien naturellement sur cet aspect-là, sur une question plus spécifique qui est notamment le télétravail à l'étranger, qui sera la dernière série de questions que j'examinerai avec vous. Alors, en matière de lieu où peut s'exercer le télétravail, le télétravail peut s'effectuer en dehors du domicile du salarié, sauf si effectivement la charte ou l'accord collectif prévoit le contraire. Donc, en fait, c'est le cadre de collectif ou le contrat de travail, si effectivement on est sur un aspect plus individuel, qui définira le lieu où le salarié est en droit d'exercer son télétravail. Donc, cette question, elle est vraiment régulée par cet accord collectif ou la charte. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une question fondamentale à se poser lorsqu'on rédige l'accord collectif ou la charte ou le contrat, c'est qu'est-ce que j'autorise comme lieu d'exercice d'activité professionnelle en dehors du site de l'entreprise et les définir de façon exhaustive, y compris par interdiction de ce qui n'est pas possible. Donc, est-ce qu'effectivement, j'y intègre autre que le domicile, un centre d'affaires ou un espace de coworking? Est-ce qu'effectivement, au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure sur notamment cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes, est-ce que je l'autorise à plus grande distance? Est-ce que je l'autorise dans un lieu de vacances? Est-ce que je l'autorise dans une maison secondaire? Étant précisé que déjà, l'employeur peut restreindre, donc il peut effectivement dire qu'il n'admet pas tous les lieux comme étant possibles en matière de télétravail. Et en tout état de cause, il est important de mettre à la charge du collaborateur dans l'hypothèse où il changerait le mode habituel, c'est-à-dire qu'il est plutôt en télétravail à partir du domicile, qu'il informe son employeur si l'accord ou la charte prévoyait d'autres lieux possibles, une obligation informative pour que l'employeur sache que le salarié a finalement migré son lieu de travail de son domicile à un autre lieu, puisque je vous rappelle que l'employeur étant soumis à une obligation de sécurité, il doit quand même s'assurer que le salarié exerce son activité professionnelle en plein respect des obligations de sécurité. N'oubliez pas que c'est l'obligation de sécurité continue de peser en la matière sur l'employeur. Donc, le contrôle du lieu de travail effectif du salarié est quand même un élément fondamental en la matière. Alors, on a une autre question. Quelles conséquences si le salarié refuse que son employeur se rende à son domicile? Et encore une autre après, mais je vous laisse répondre à celle-ci. Alors, si le salarié refusait à l'employeur, tout dépend après de l'objectif. Vous avez bien compris qu'un employeur, moi, je n'ai aucun problème pour qu'un employeur puisse vérifier, mais il faut qu'il ait justifié la pertinence de sa visite. Donc, s'il y a vraiment une justification, on va dire, liée à l'organisation du travail ou aux conditions de travail, aux objectifs de sécurité qui légitiment cette venue, le salarié se met quand même, on va dire, en difficulté par rapport
rapport à cet élément. Et quoi qu'il en soit, je n'irai peut-être pas immédiatement sur une mesure disciplinaire ou de rupture du contrat de travail parce que ça me semblerait effectivement particulièrement disproportionné. En revanche, la condition la plus simple, hein, c'est que dans cette hypothèse, je peux en faire une cause de remise en cause du télétravail. Donc, le salarié revient sur site. Hein. Comme ça, Alors, il sera réglé. autre question là qui dépasse nos frontières, comment remplir son obligation de sécurité lorsque le salarié est hors de France? Ah, mais ça, c'est justement, si vous me Oui, permettez, on le traite après. il va y avoir effectivement une série de questions à ce C'est sujet, ça. donc je Ouais. répondrai à ce titre. D'accord? Alors, je continue mon développement par la 7e série de questions. Que faire si un salarié refuse de travailler à distance? Eh ben, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on m'a posé des questions sur le caractère volontaire en me disant qu'est-ce qui se passe si effectivement je ne le fais pas. Ben, c'est qu'un collaborateur a un droit de refuser à distance. C'est-à-dire que quand bien même j'ai un cadre collectif, un accord collectif ou une charte de télétravail et qui prévoit notamment les personnels éligibles, hein, donc, et c'est d'ailleurs une précision utile, des personnels ou des postes éligibles, c'est pas parce que le salarié appartient à cette catégorie éligible qu'il est possible pour l'employeur d'imposer aux salariés le télétravail, puisque le télétravail repose sur le volontariat. Donc, le salarié qui ne donne pas son accord ne peut pas se voir imposer un télétravail sans son consentement. Hein. Donc, après, attention, si effectivement il y a un contexte sanitaire ou de force majeure qui peut à un moment donné justifier que l'employeur puisse imposer unilatéralement, là on sera dans un autre domaine juridique. Je pense en particulier si effectivement il devait se reproduire une grève fondamentale, une grève très généralisée qui empêche finalement les salariés, sauf à passer des heures dans leur voiture pour se rendre sur le lieu de travail, là on serait effectivement dans une circonstance qui légitimerait à ce moment-là que je puisse imposer exceptionnellement, même si par ailleurs, je dirais, le cadre juridique impose un volontariat. Donc, ça, c'est vraiment un élément important. Après, il reste à savoir si aussi l'accord collectif ou la charte intègre le télétravail comme aussi un certain aménagement du poste de travail répondant à des conditions plus souples, notamment pour éviter des transports, des contraintes de transport trop importantes pendant une partie de la semaine. Donc, après, c'est vraiment une question d'approche rédactionnelle pour justifier de la position qu'on peut avoir de la mise en œuvre. Mais il ne faudra jamais exclure le consentement du salarié parce que ça, c'est fondamental en termes de sécurité. Hein. 8e série de questions, quelles sont les précautions à prendre en matière de télétravail sur la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Alors, ça, c'est un élément qui vise directement l'articulation entre le temps de travail et le droit à la déconnexion, puisque vous savez que les dispositions du Code du travail prévoient un droit à la déconnexion visant à assurer pour le salarié le respect de son droit à repos et de ses congés, afin de pouvoir articuler mieux sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, le Code du travail ne définit pas les modalités concrètes de cette articulation. C'est donc l'employeur qui doit effectivement définir les règles appropriées pour permettre l'exercice de ce droit, qui favorisera à la fois on va dire le droit, la mesure concrète du droit à la déconnexion et donc de pouvoir permettre aux salariés, comme s'il était sur site, de pouvoir prendre ses pauses, sa pause déjeuner et bien sûr de finir sa journée de travail afin de respecter l'amplitude de repos. Donc tout cela doit être défini dans le cadre collectif, accord collectif ou charte ou dans le contrat de travail, puisque dans cette hypothèse, s'il n'y avait pas de définition de ces règles qui existaient, d'une part, on n'est pas sécurisé juridiquement et d'autre part, on n'est pas effectivement en mesure de satisfaire à son obligation de sécurité puisque quelque part, on n'a pas défini les modalités pratiques qui permettent justement, dans le cadre de l'obligation de sécurité et de la nécessité de prendre en compte cette articulation qualité de travail et droit au repos, de définir les règles qui permettent de le mesurer. Donc,
en la matière, élément important. Je compléterai le tableau par le fait que ce droit à la déconnexion est directement aussi en relation avec le contrôle de la durée du travail, puisque je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'un salarié télétravaille que les règles applicables en matière de contrôle de la durée du travail sont exclues pour l'employeur. Donc, dans cette hypothèse, après, tout dépendra des modalités techniques. Si je suis en mesure, effectivement, d'apporter la démonstration de l'activation et de la désactivation du poste du salarié par des documents qui assurent la traçabilité de cette connexion, ben ça vaut contrôle effectivement d'activité du salarié. Si en revanche, je ne suis pas en mesure techniquement de le faire, il faut que je trouve un autre mode opératoire qui me permette sur demande de l'administration et en particulier de l'inspection du travail, d'apporter la démonstration que le salarié respecte la durée du travail ou qu'en tout cas, s'il fait des heures supplémentaires, qu'elles sont bien décomptées et qu'elles sont rémunérées. 9e série de questions, c'est celle effectivement liée à la problématique des accidents qui peuvent intervenir pendant une journée de télétravail. Donc, un salarié qui se casserait la jambe pendant une journée de télétravail. Donc, le télétravailleur bénéficie de la même protection en matière de législation des accidents du travail que le salarié sur site. Et dès lors, effectivement, qu'il y a eu un accident, même s'il est intervenu en dehors du site de l'entreprise et en particulier au domicile du salarié, il y a une présomption qu'il s'agit d'un accident du travail. Donc là, en la matière, vous savez que le principe veut que l'employeur est tenu par une déclaration, de toute façon, il a intérêt à le faire, et si véritablement il suspecte que l'accident ne serait pas intervenu pendant la journée de télétravail, il faudra qu'il émette les réserves et qu'il tente de renverser la présomption, ce qui pourra lui être facilité notamment en fonction, je dirais, de l'analyse de fait des déclarations qui auront pu être même de son côté faites par le salarié pour, je dirais, mettre le doute à la caisse qu'il y a quand même une certaine interrogation sur la réalité de l'accident du travail pendant la journée de télétravail et sur le lieu de travail, hein, parce que c'est pendant le temps et sur le lieu. Donc, vous voyez que la définition aussi du lieu où se passe le télétravail est extrêmement important parce qu'en termes de pragmatisme, si effectivement j'ai un salarié qui est exclusivement autorisé à travailler à son domicile principal et qu'il a un accident à sa résidence secondaire et qu'en plus il n'est pas informé de son employeur, vous verrez bien que là, j'ai une possibilité effectivement très importante juridiquement en faisant la déclaration d'indiquer à la caisse quand même que le salarié, il a eu son accident sur un lieu qui ne lui était pas autorisé. Hein. Donc, vous voyez que ces éléments finalement sont très, très importants en termes juridiques. 10e série de questions, un employeur peut-il effectivement imposer à ses salariés d'activer une caméra lors d'une réunion? Alors, on a déjà évoqué cette problématique du contrôle de l'activité permanente. L'activation de la caméra et l'usage des caméras par ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la CNIL, par rapport à ce qu'avait dit la CNIL, est plutôt effectivement incompatible avec le respect de la vie privée. Mais la CNIL a effectivement interrogé ce sujet, rappelle que l'employeur conserve son pouvoir d'encadrement et de contrôle de l'exécution des tâches qui permettent aux utilisateurs de flouter l'arrière-plan, afin de permettre aux participants de ne pas faire apparaître les images de leur domicile qui peuvent révéler des informations privées. Et ce qu'il n'est pas possible de recourir à un dispositif de floutage, la CNIL considère que l'employeur ne peut pas imposer systématiquement aux télétravailleurs d'allumer leur caméra pour participer à des visioconférences. Après, on va dire que c'est une règle de bon sens et puis qui va être aussi, je dirais, définie par rapport à la connaissance qu'on peut avoir de ses autres collègues et puis de la volonté qu'on ait aussi d'avoir un échange plus convivial parce que voir un écran noir, c'est effectivement pas forcément très agréable. Voilà. Donc, là, alors, on a une autre question de Emma Seban. Pardon. Le salarié est-il obligé d'informer l'employeur du lieu depuis lequel il exerce le télétravail?
Ah, mais c'est clair, c'est pour ça que par rapport à la question, il y a deux éléments. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il fallait que l'accord ou la charte ou le contrat définisse les lieux où le salarié est autorisé. Hein, et là, c'est vraiment une dimension importante. Et deux, même s'il y a plusieurs lieux qui lui sont autorisés, c'est-à-dire en dehors de son domicile, on l'autoriserait éventuellement à travailler dans un espace coworking ou dans sa résidence secondaire, une obligation d'information du salarié lorsqu'il change de lieu de travail. D'accord ? De lieu de télétravail dans le cadre des autorisations qui lui sont accordées. Si effectivement, il y a que certains lieux précis et que le salarié veut aller travailler dans un autre lieu, l'employeur peut refuser. Hein, ou alors, il peut l'accorder à titre contractuel, mais il faut une autorisation expresse. Et je Merci préfère beaucoup. qu'elle soit à ce moment-là limitée dans le temps et qu'elle soit justifiée. Parce qu'après, autrement, vous voyez très bien quelle pourrait être la question pendante. Pourquoi lui est autorisé à des dérogations auxquelles je n'ai pas droit, rompant donc l'égalité entre les salariés par rapport à l'autorisation que donne l'employeur. Donc attention quand même à la justification d'une dérogation à une règle générale posée par un accord ou une charte. Hein, s'il vous plaît. Voilà sur cette 10e question. Le temps en tournant, je finis ce webinaire par une autre question qui a d'ailleurs eu à s'appliquer pendant la période, notamment pendant les périodes de confinement où un certain nombre de salariés finalement sont restés bloqués parfois très loin de leur domicile et qui a conduit ou de l'impossibilité de pouvoir effectivement, notamment en cas de statut transfrontalier, de pouvoir, je dirais, aller sur leur lieu de travail habituel, le télétravail depuis l'étranger. Et effectivement, cet élément est extrêmement important juridiquement parce que, attention, hein, le télétravail à l'étranger, ce n'est pas une question anodine. Hein, c'est vraiment une question fondamentale qui, en tout état de cause, doit être cadrée. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt tendance à considérer qu'en la matière, il ne faut pas l'autoriser de principe. Après, c'est plutôt une question à examiner au cas par cas, parce que si vous commencez à cadrer de principe le télétravail à l'étranger, ça pose tellement de questions subséquentes qu'on va voir ensemble que vous pouvez vous mettre effectivement dans une difficulté. Le principe quand même, c'est que le télétravail s'organise dans un lieu de travail différent que le travail sur site, mais on va dire sur une territorialité qui est connue. Donc, s'il s'agit effectivement d'une entreprise française pour ses salariés travaillant en France, le télétravail s'exerce en France, hein, il ne s'effectue pas ailleurs et notamment à l'étranger. Pourquoi ? Parce que quelque part, ça peut modifier complètement les conséquences liées à l'exécution de la prestation, puisque vous savez qu'il y a un principe fondamental en matière de sécurité sociale qui est celui du principe de territorialité et que la sécurité sociale est en droit de s'approprier, et ce principe de territorialité, il existe en France, mais il existe dans tous les pays au monde. Donc, s'il y a un caractère de permanence d'une activité professionnelle à l'étranger, l'État sur lequel s'exécute cette prestation de télétravail peut avoir effectivement à considérer que le régime de sécurité sociale applicable aux salariés, c'est celui du régime de sécurité sociale du lieu où il exécute sa prestation en télétravail. Donc, il y a quand même effectivement cette problématique. La deuxième problématique qui effectivement est posée, c'est aussi est-ce que le fisc ne peut pas rattraper l'entreprise en considérant que finalement, l'exécution d'une prestation de télétravail à l'étranger constituerait la matérialisation de ce que l'on peut appeler un établissement stable au sens fiscal. Et ça, c'est aussi une question incidente liée à cette forme particulière de télétravail. Quoi qu'il en soit, pour résoudre la question de la modification de l'application du droit français à la relation de travail, il y a une distinction fondamentale qui est faite entre ce que l'on appelle le télétravail ponctuel et le télétravail permanent. Donc, vous avez bien compris que plus il y a de permanence sur l'exécution de cette prestation à l'étranger, plus le principe de territorialité va se rapprocher et plus effectivement l'entreprise française qui aurait son salarié
salariés français qui travaillent à l'étranger, le régime de sécurité sociale de l'État étranger va s'appliquer. Dans le cadre de l'Union européenne, il y a effectivement des règles de détachement qui sont prévues. Donc, le cas échéant, effectivement, il sera possible de pouvoir mettre en œuvre ces modalités de détachement, mais attention, hein, il faut que ça reste une mission temporaire et pas une mission permanente. Donc là aussi, les règles habituelles de ce que l'on appelle le droit transnational en matière de sécurité sociale et de régime social est parfaitement transposable sur cette question particulière du télétravail à l'étranger. Notamment au regard de la possibilité, au-delà du régime de sécurité sociale, de revendiquer sa compétence, d'une perte de la couverture sociale du salarié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le corollaire, hein, c'est-à-dire que la question de l'appréciation de la prestation de télétravail à l'étranger permanente, ponctuelle et temporaire et permanente peut aussi aboutir à ce que finalement le télétravailleur français à l'étranger ne soit plus couvert par son régime de sécurité sociale, ce qui poserait quand même une vraie insécurité juridique pour l'employeur, puisque c'est à l'employeur quand même qu'il appartient d'avoir apprécié au préalable si son salarié est toujours couvert d'un point de vue de la sécurité sociale. Ça va même au-delà, puisque en matière de protection sociale complémentaire, c'est aussi à l'employeur d'assumer la surveillance et de mettre à jour ses contrats pour notamment l'exécution d'une prestation de travail à l'étranger. Donc, vous voyez qu'au-delà du régime social légal, il y a aussi une question de protection sociale complémentaire qui se pose et qu'il est important de traiter au préalable. Voilà ce que je pouvais effectivement vous dire. Et bien naturellement, le fait de télétravailler à l'étranger ne change pas les modalités applicables au télétravail sur le territoire français. Donc, tout ce que j'ai dit dans le cadre de l'obligation de sécurité, de la mise en œuvre des modalités d'exécution du télétravail à l'étranger, tout cela nécessiterait bien naturellement que spécifiquement il y ait un chapitre sur ce sujet dès lors que l'entreprise autoriserait cette forme particulière, et vous aurez compris quand même que je vous invite à la plus extrême prudence et de ne le faire que très ponctuellement dès lors qu'il y aura une situation exceptionnelle qui puisse le justifier et soit examinée à ce titre. Voilà sur ce webinaire au titre du télétravail. J'espère que ça vous a été utile et qu'un certain nombre d'éléments ont été identifiés pour que ça vous permette maintenant de complètement sécuriser et gérer vos pratiques. En tout état de cause, comme l'a dit Aurélie, vous allez recevoir le support d'intervention. Et bien naturellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me contacter via LinkedIn, soit par votre mail. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions complémentaires. Merci à vous. Bon après-midi. Merci. Merci Pascal. Merci à vous. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.